Yo les trashers, si je vous parle de Spider-Man, Captain Marvel, Aquaman ou encore de Deadpool, j'imagine que vous devez avoir les étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, les super-héros occupent une place prépondérante dans le box-office mondial en dominant les hautes places. Et le public ne semble pas se lasser de voir des mecs en costume moulant défoncer du méchant à l'aide de pouvoirs grandiloquents. Mais ça, ce sont les chiffres qui le disent, car on sent quand même une certaine lassitude de toujours voir les mêmes personnages et les mêmes films chaque année. Et oui, plus on voit des films du même genre, plus on remarque les codes et la recette qui font leur succès. Donc le public râle et demande du renouveau, et les producteurs tentent malgré tout d'apporter de la fraîcheur dans ce genre. Mais c'est comment dire... inégal ? Oui, je mets le nouveau Spider-Man New Generation, il est génial, prend des risques, renouvelle la formule super-héros, mais ne marche pas aussi bien que prévu. Ouais, donc on râle, mais finalement on revient toujours à la même chose, hein. Ouais, à peu de choses près quoi. Ah bah bravo. Cependant, il existe quelques petits films plus indépendants et qui mettent en avant des héros pour le moins atypiques. Incassable de M. Night Shyamalan. Cela aurait été un crime si je n'avais pas parlé d'Incassable, considéré à juste titre comme un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Surtout que sa suite officielle, Glass, vient de sortir au cinéma. Donc on est en pleine actu les mecs. Go go go! Mais pourquoi a-t-il obtenu ce haut prestige? M. Night Shyamalan, évidemment c'est très dur à dire, nous narre l'histoire de David Dunn, agent de sécurité dans un stade qui est le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. Ce miracle va l'amener à s'interroger sur sa propre vie, savoir pourquoi lui et lui seul a survécu à cet incident. Et ce rescapé va attirer l'attention d'Elijah Price, atteint d'une maladie rare rendant ses os ultra fragiles. Elijah et David sont donc des opposés parfaits. Incassable est sans doute un des films de super-héros ayant au mieux compris et saisi toutes les nuances du support d'origine, les comics. Tout d'abord, Incassable a été un projet que Disney avait très envie de porter à l'écran, dû au succès de Sixième Sens. 10 millions de dollars pour le script et pour que Shyamalan réalise le film. Ça fait beaucoup d'argent pour l'époque. Pour vous expliquer rapidement, le scénario était un script spéculatif, c'est-à-dire un script qui est écrit par un scénariste de sa propre initiative et sans aucune demande précise. Et s'il veut que le script soit porté à l'écran, c'est lui qui devra démarcher les producteurs. Enfin ici, il n'a pas vraiment eu besoin. Shyamalan met en place ainsi un film à l'esthétique ultra propre, très froide, afin d'apposer une atmosphère suffocante et qui tient en haleine. A l'aide de plans séquences et de cadres précis ô combien porteurs de sens, Shyamalan implante sa patte pour mettre en place un suspense constant, et on a rarement vu ça pour un film de ce genre, surtout quand il s'agit d'une origin story. C'était son objectif de vouloir traiter de la naissance et de l'apogée d'un super-héros tout en portant des réflexions et des interrogations sur le héros et son rapport aux autres. Le film devient une plongée dans l'esprit d'un surhomme qui cherche à trouver sa place malgré sa différence, et c'est avec cet aspect-là que Shyamalan met en exergue une des idées phares du film de super-héros. Ils sont le reflet de notre société et de nos peurs. Les héros et leur némésis ne sont pas bons ou mauvais, ils ont chacun leurs idéaux et c'est le fait qu'ils soient différents qui va créer le conflit, et Shyamalan illustre cela parfaitement. Super de James Gunn. Bon, là on change complètement de registre, surtout qu'il est temps de mettre en avant un des réals les plus cool de ces dernières années, avant de s'attaquer aux Gardiens de la Galaxie. Bordel Disney, pourquoi tu l'as viré? James Gunn nous a montré qu'il aimait bien détourner les genres cinématographiques, et après avoir parodié le genre horrifique et pornographique, oui je vous jure, c'est à mourir de rire, il s'est lancé dans l'aventure super-héroïque avec Super. Oh bah, c'est super original pour un film de super-héros de s'appeler Super. Merci Quantum. Non, vraiment merci pour ce que tu fais pour la comédie française. Franck mène une belle vie. Enfin, selon ses dires. Mais quand il voit sa femme partir dans les bras d'un dealer, il décide de prendre son courage à deux mains pour la récupérer et devient un super-héros. Mais sans super pouvoir, la tâche sera un peu plus compliquée. On a souvent rapproché le film à Kick-Ass qui est sorti l'année d'avant, vu qu'il y a pas mal de points communs et pas mal de personnes ont crié au plagiat. Sauf que non. Déjà, Mark Millar, le créateur de Kick-Ass lui-même, a dit que ça n'avait rien à voir. Et James Gunn aussi, tout en se justifiant de la plus belle des manières. On bat les couilles, frère. En même temps, il a un petit peu raison. Super, c'est 2 heures de film survitaminé, déjanté, rythmé grâce à une BO d'enfer qui vous divertira sans aucun problème. Mais au-delà du divertissement et du gore, James Gunn n'en délaisse pas pour autant les thématiques qu'il veut aborder, car ce personnage un peu loser et proche d'un petit peu nous tous, car c'est pas super du tout, permet de s'interroger sur la véritable nature des super-héros, savoir en quoi méritent-ils ce statut, s'ils peuvent livrer justice eux-mêmes, et savoir où se trouve la limite dans leur combat. Et grâce à ces questionnements idéologiques et moraux, James Gunn casse les codes du genre pour pondre une œuvre subversive et délirante, où notre héros, incarné parfaitement par Rainn Wilson, ne semble pas si héroïque que ça dans le sens littéral du terme. Ce film est surprenant et hilarant à bien des registres, mais il a malheureusement subi la concurrence, le faisant arriver un poil trop tard. Si vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie
Merci, vous retrouverez toutes ces qualités dans Super. Et je me permets pour finir de parler d'un petit easter egg. Le héros qui pousse Frank à devenir l'éclair cramoisi est le Vengeur Sacré, incarné par Nathan Fillon. Et ce n'est pas la première fois que cet acteur joue un super-héros. Il est une des stars de la série Dr. Horrible, réalisée par Joss Whedon, le même qui a fait Avengers. C'est une web-série mélangeant super-héros et comédie musicale qui est complètement folle. Je vous invite également à y jeter un œil, car elle vaut vraiment le coup. Defender de Peter Stebbins. Un petit film bien barré comme je les aime. Même si on peut retrouver quelques points communs avec Super cité plus haut, Defender arrive à se distinguer de la populace super-héroïque par son personnage plutôt fantasque et unique. Arthur se fait suivre par un psychiatre parce qu'il possède un trouble mental et se prend pour un super-héros. Il explique qu'il traque son ennemi de toujours, Capitaine Industrie. Et c'est en se liant d'amitié avec une jeune prostituée que sa quête va prendre un nouveau tournant avec un trafic de drogue et des flics ripoux. En fait, quand j'ai vu ce film, j'ai vu deux idées. La première, c'est que ce film, c'est Forrest Gump version super-héros. Et la deuxième, c'est qu'il traduit le syndrome de Don Quichotte. Arthur lit tellement de comics qu'il se prend pour un super-héros. Et c'est une démarche vraiment intéressante. Au-delà des quelques références à Batman, à Superman et à quelques comics un petit peu plus obscurs qui raviront les fans, le film accuse d'un budget très restreint. On sent que tout est fait dans la finesse pour qu'on puisse clairement se concentrer sur les personnages et sur l'empathie que va créer Arthur. Son impact sur les autres va entraîner à la fois des passages hilarants, mais surtout énormément de sympathie, notamment grâce à Woody Harrelson qui est juste parfait pour ce rôle. C'est grâce à lui que le film se détache des autres, car c'est un personnage atypique, montrant que n'importe qui peut avoir un impact positif sur la société, tout en mettant en avant la question sur la justice et la morale, soulevée par Super également, mais à un autre degré. En réalité, jouer sur cette corde-là, c'était un petit peu la mouvance du cinéma indépendant par rapport aux super-héros à cette époque. Pour se démarquer des gros blockbusters, le but était d'humaniser le propos pour que le public se sente plus proche du héros afin qu'il puisse s'interroger sur sa nature. Évidemment, ça vient justifier les budgets restreints, on va pas se mentir, mais beaucoup de films indépendants abordent les mêmes thématiques et chacun le fait selon sa propre vision et un degré d'originalité différent. Ici, Defender le fait parfaitement bien. On ne ressent jamais le côté cheap du film et c'est ça qui fait toute sa force, grâce à une écriture très réfléchie et une mise en scène rudement efficace. Malheureusement, tout n'est pas rose, on retrouve les mêmes problèmes que dans les autres films car avec le budget, il n'était pas possible de faire une promotion ultra poussée. Sorti au Canada mais que dans une petite salle aux États-Unis pour sortir finalement en DVD, il est passé complètement inaperçu. Et puis comparé au cadre du genre avec des super-héros sans peur et sans reproche, se retrouver face à un justicier simplé et barjot qui attaque des ennemis avec des abeilles, oui bon j'avoue ça a le mérite d'être assez ahurissant, mais parallèlement très intriguant. On l'appelle Jig Robot de Gabriel Mainetti. Alors celui-là, il a fait énormément de bruit l'année dernière, et malgré une grosse publicité grâce au festival de Gérardmer en 2017, le film n'a pas fait des mules en France. On l'appelle Jig Robot est le tout premier long métrage du réalisateur italien Gabriel Mainetti. Il nous narre l'histoire d'Enzo, un petit truand de banlieue qui va au cours d'une course-poursuite se jeter dans le Tibre. Ce petit plongeon va lui donner une super force et un pouvoir de régénération. Oula, je savais qu'ils avaient des soucis avec la mafia là-bas, mais quand même, c'est chaud ce qu'ils jettent dans leur fleuve. Non mais arrête, on s'en fout, c'est pas le propos du film. Utilisant au départ ses pouvoirs pour son propre chef afin de continuer ses larcins, il va décider de faire le bien après avoir rencontré Alicia qui croit qu'Enzo est Jig Robot, un héros de dessin animé japonais. Il va la protéger et ainsi affronter son ennemi, que l'on nomme le gitan. On l'appelle Jig Robot est un fervent hommage aux films de super-héros mais également au manga, en particulier envers Go Nagai. Le réalisateur considérait au départ le genre super-héroïque comme étant complexe et risqué, surtout avec les super-productions américaines et son manque de substance selon lui. Son souhait était de mettre en avant à la fois les traditions de son pays mais également représenter son contexte social difficile. Grâce à ça, le film prend une tournure nettement plus complexe, profonde et assez cynique. Et pour un premier film, faut le reconnaître, l'œuvre est quand même assez folle. Tout est ici maîtrisé de bout en bout. Les scènes d'action sont impressionnantes et soignées, l'histoire est sombre bien comme il faut, très acerbe sur notre société et sur les réseaux sociaux, avec une légère dose de gore. Les acteurs incarnent parfaitement bien les personnages qui sont assez singuliers et surtout, le duel entre le héros et sa némésis reste très jouissif. Le film a rencontré un gros succès en Italie, en remportant 7 David di Donatello, l'équivalent des Césars en Italie, des prix au Festival Fantastique d'Amsterdam et de Gérardmer, mais malgré tout, il n'a fait que 40 000 entrées en France, ce qui est très pas beaucoup. La faute sans nul doute à un film assez spécial et peu conventionnel et au manque de publicité. Mais le film n'a pas eu besoin de ça pour marquer les esprits. Pour vous dire à quel point l'équipe s'y connaissait en super-héros, l'acteur interprétant le fameux Jig Robot, c'est le comédien qui a doublé Christian Bale dans la trilogie Batman pour la version italienne. Comme quoi, le monde est petit. The Prodigies de Antoine Charéron. Mon plus gros coup de cœur de cette liste, un film important qui a reçu un accueil très froid
et qui à mon humble avis reste très sous-estimé. The Prodigies est tiré du livre La nuit des enfants rois, parlant de Jimbo qui est à la tête d'une fondation pour élèves surdoués, un petit peu comme dans les X-Men. Cependant, Jimbo n'est pas comme les autres, car au-delà de son intelligence surhumaine, il peut contrôler les gens par l'esprit tels de vulgaires pantins, et son but est de retrouver d'autres prodiges comme lui. 5 enfants prodiges se réunissent, et face aux incompréhensions et aux violences qu'ils subissent, ils décident de se rebeller en tuant tous ceux qui se mettront en travers de leur route. Jimbo va ainsi vivre un dilemme, à savoir les arrêter ou les rejoindre. Pourquoi je dis que cette œuvre est importante? Tiens, c'est vrai ça? Pourquoi? Merci de me suivre, ça fait plaisir. MDR, c'est pas vrai, tout le monde est parti, on parle d'un film français là. Allô? Oh ouais, arrête de me bully là. Je suis pas là pour souffrir, ok? C'est un des rares films d'animation français en 3D qui possède un style graphique unique. L'animation du film, un peu datée je le conçois, reste complètement folle pour l'époque. Rien qu'avec les ralentis et les bullet times, on ressent le soin qui a été apporté à l'imagerie du film. On en prend plein les yeux, c'est parfaitement rythmé, et on reste constamment au cœur de l'intrigue qui aborde des thématiques ô combien sinistres. Ce Prodigies est dur, voire viscéral dans des scènes suffocantes, c'est une expérience unique pour un film d'animation français. Là où est l'originalité du film par rapport à notre sujet du jour, c'est que ce n'est pas un film de super-héros. On parle d'enfants ayant des super capacités, mais qui ne les utilisent pas pour aider les autres, ils le font par vengeance. Agressés et harcelés par les autres, leur différence va les plonger sans détour vers le mal. Le film nous questionne sur cette différence, et ainsi, la frontière entre le bien et le mal reste floue et a le don de nous perturber un petit peu. Après, le film est une adaptation, et ses choix de narration ont su diviser le public. Plus accessible et fantastique, Les enfants ne contrôlent pas les esprits dans l'œuvre de Bernard Lantéric par exemple. L'histoire a été édulcoré pour tenir sur un format d'1h30 et surtout la violence a été grandement atténuée. Et ce qui a enfoncé le clou, c'est l'interdiction aux moins de 12 ans au cinéma et 16 ans à la télé. Oui, parce que c'est bien connu, les films ou séries d'animation, ce n'est que pour les enfants. C'est totalement faux, et The Prodigies en est une preuve. Malgré les nombreux défauts qu'on pourrait reprocher au film, je veux saluer l'audace qu'a eu Antoine Charéron d'avoir réussi le challenge de porter à l'écran cette œuvre ô combien complexe. The Prodigies est vraiment un très bon film, qui mérite beaucoup plus d'attention. Il y a évidemment encore de nombreux films de super-héros qui ne demandent qu'à être découverts, allant des pires jusqu'aux meilleurs, et je n'ai même pas encore parlé des films asiatiques qui sont complètement what the fuck. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore du lourd en stock. Aujourd'hui, le but était de vous montrer que le genre super-héroïque n'est pas à sous-estimer, car il arrive à refléter nos problèmes sociétaux et de s'interroger sur ce qui nous fait rêver, mais également sur ce qui nous effraie. Quand on se questionne sur leur statut, on réalise que ce sont des gens comme vous et moi qui tentent de surpasser leurs souffrances et leurs peurs. On a envie de les prendre comme modèle, mais est-ce vraiment une bonne chose? Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à partager vos avis sur les films abordés et à partager également vos découvertes. Pensez au pouce bleu de l'amour, au partage, à l'abonnement et au lien affilié Instant Gaming, il y a toujours un concours qui est en cours. Pensez également à vous abonner à la chaîne de Clap qui a écrit cette vidéo pour vous. Oh, ça c'est gentil, dis donc. Finalement, t'es plutôt sympa. Ouais non, en fait, désabonnez-vous de sa chaîne. Eh oh, mais... Mieux, abonnez-vous puis désabonnez-vous de le Clap. J'en étais sûr. Ma mère avait raison, trash, c'est des capitalistes. Toujours est-il qu'on vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Bisous.